avec l'introduction des controverses socio-scientifiques en classe. Et l'idée de nos deux interventions cet après-midi, ça va être d'apporter des éclairages théoriques et puis en termes aussi de production de travaux de recherche par rapport à ces questions qu'on avait un peu anticipées. En gros, il y a la question des incertitudes, de l'inconfort, de l'évaluation, du suivi des acquisitions des élèves. Et puis il y a l'autre volet, c'est aussi certitude, inconfort vis-à-vis de la légitimité de l'enseignant de SVT, du formateur d'enseignant de SVT, de la posture à adopter. Donc voilà les deux éclairages sur lesquels on voudrait apporter des éléments cet après-midi. Et donc je vais commencer en vous parlant de la question de... j'ai pas mis le mot compétence, j'ai mis des habiletés pour dire qu'apprennent les élèves. En gros, c'est ça, qu'apprennent les élèves et comment on peut, nous, essayer de suivre ces apprentissages. Et du coup, ça clarifie aussi les objectifs qu'on peut se donner. Alors, pour remettre ça un petit peu en perspective, ici une citation d'Irina Bokova qui en 2015 était directrice générale de l'UNESCO, donc à l'ONU, et qui nous dit que le monde contemporain est un monde interconnecté avec des degrés inédits de complexité, de tension et de paradoxes qui ouvrent de nouvelles perspectives dans les domaines du savoir. Et elle écrit ça en préambule d'un dossier qui s'appelle « Repenser l'éducation ». Et c'est bien la question éducative que je veux aborder avec vous cet après-midi. Et il me semble que c'est à relier, ça fait écho à un extrait que j'ai trouvé dans les programmes français de SVT du secondaire, hein, du coup pour essayer de vraiment accrocher cette intervention au public que nous constituons, AFP SVT. Et donc qu'est-ce qu'on a avec l'introduction des enjeux planétaires contemporains? Eh bien on a cette injonction finalement de l'institution qui nous dit il s'agit de montrer comment la discipline participe à l'appréhension rigoureuse de grands problèmes auxquels l'humanité d'aujourd'hui se trouve confrontée. L'idée, c'est de se dire, il y a un constat à l'échelle internationale, et puis il y a aussi des injonctions, et puis un contexte local, au moins national. Et par rapport à ça, repenser l'éducation avec des savoirs qui atteignent des degrés inédits de complexité et des problèmes avec des interdépendances multiples, nous on se dit, et ça a été souvent soulevé, mais que faisons-nous, enseignants de sciences, avec notre légitimité, avec notre démarche rigoureuse? Comment est-ce que nous on intègre ça dans cette complexité? Alors, une réponse possible, celle que nous avons envisagée depuis hier, c'est celle d'aborder avec les élèves des questions qui sont des questions de sciences et de société, mais des questions qui sont vives dans le sens où elles mobilisent dans la société et elles divisent aussi, avec plusieurs enjeux, et parmi eux, l'idée que les questions socialement vives, on essaye de faire en sorte que ça ne devienne pas des questions conflictuelles. Et d'ailleurs, Jean en parlait ce matin avec le cas d'un établissement scolaire dans lequel on a préféré faire un tabou plutôt que de laisser s'installer des débats qui devenaient trop tendus. Et donc, ces questions de science et de société, elles sont dans notre environnement. Sont-elles dans l'école et comment peut-on faire pour s'en emparer pour appréhender les enjeux du monde contemporain avec les élèves? Alors, je vous montre ici quelques images correspondant à des... Ces questions sont médiatisées, on l'a bien vu dans les ateliers hier, et là, ce sont des images qu'on trouve sur le web qui correspondent à quelques questions que j'ai eu l'occasion de travailler avec des élèves ou des étudiants. Elles sont un peu pêle-mêle, mais en même temps, il me semble qu'on peut les organiser dans un espace à deux dimensions qui pourrait être repéré par deux gradients. Le gradient de l'incertitude des systèmes considérés et le gradient de l'enjeu des décisions à prendre. Et alors, du coup, par exemple, vous trouvez ici une image
qui correspond à une photo des Philippines après le passage d'un ouragan et un message véhiculé par deux assos, UNICEF et Acted, qui est « Don't keep calm, fight climate change ». Et en fait, si je mets ça sur dans mon gradient du côté où les incertitudes sont fortes, c'est parce que le message qui est là, qui correspond donc à un module en fait, pédagogique qui est proposé, il est que du fait d'un changement climatique, alors les cyclones seraient de plus en plus puissants et de plus en plus nombreux. Ce qui, d'un point de vue scientifique, est absolument pas établi. C'est une controverse, on n'a pas suffisamment d'éléments pour le moment. Donc on est bien dans un domaine où on a des incertitudes très fortes. Et puis ici, on a des enjeux qui sont très forts. Et là, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui organise une manifestation, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il est sur son affiche, c'est écrit « Roundup, non merci ». Et donc, ici, on a des gens qui ont réagi par rapport à l'implantation d'une usine de biogaz, donc la question de la méthanisation. Ici, c'est la question d'utilisation des pesticides en agriculture. Bon, là, c'est les marées vertes en Bretagne. Et chaque fois, on peut avoir, on peut imaginer de positionner un petit peu ces questions scientifiques socialement vives en termes d'enjeux et d'incertitudes. Et d'ailleurs, ça renvoie à une analyse que font Funtovic et Ravès, qui parlent de science post-normale, en disant la science normale qu'on connaît, la science normale au sens de Kuhn, qui fonctionne dans des paradigmes, qui peuvent éventuellement être reconsidérés, mais dans des paradigmes avec des démarches et des méthodes qui sont celles bien éprouvées par le fonctionnement scientifique. Elle s'applique, cette science normale, principalement dans une zone où les incertitudes sont pas hyper fortes et les enjeux ne sont pas hyper élevés. Et lorsque on s'éloigne de cette zone-là, on va avoir un espace ici où on va avoir des questions qui soulèvent des problèmes beaucoup plus complexes et où finalement la science normale ne suffit pas et on est amené à mobiliser de nouveaux acteurs pour résoudre ces questions. En général, on va se tourner vers des gens qui ont une expérience professionnelle. Et quand on va aller vers des niveaux d'incertitude et d'enjeux qui sont encore plus élevés, alors on se rend compte que là, il ne s'agit pas d'avoir des scientifiques plus des ingénieurs ou des experts professionnels, mais aussi de mobiliser l'ensemble des acteurs, et on en a un peu parlé ce matin, l'ensemble des acteurs pour pouvoir prendre des décisions en considérant l'ensemble des informations. Et pourquoi élargir la communauté de pairs qui travaillent sur ces questions-là? Pour essayer d'évaluer au moins deux choses. La validité des informations sur lesquelles on travaille et aussi la pertinence de leur mobilisation dans le contexte sur lequel on travaille. Et du coup, dans la science post-normale, il développe des méthodes qui permettent de formaliser d'une certaine manière ces deux approches-là. Alors, on a beaucoup parlé d'incertitude, donc pendant la matinée, j'ai rajouté une diapo. Et donc, cette diapo, c'est pas lisible. Vous aurez ça sur le Google partagé, là. Il y a ici, juste, j'avais pris un petit extrait d'une publication de 2007, des gens qui font des sciences cognitives. Et vous savez, ces gens qui font des IRM et puis qui font des tas de petites manips et qui pensent décrypter le fonctionnement du cerveau grâce à ça. Et en gros, ce qu'ils ont vu, c'est que lorsque on propose à un public de voir des images sur un écran et qu'on les passe à l'IRM en même temps, lorsque le public ne sait pas si l'image qui va venir va être agréable ou désagréable, il y a une incertitude. Et en fait, ils se sont rendus compte que les zones activées dans le cerveau étaient les mêmes quand il y avait incertitude que quand ils savaient qu'ils allaient voir une image désagréable. Autrement dit, l'inconfort lié à l'incertitude, on en a tous parlé, ben oui, ça existe. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut dire, à l'école, on s'en empare pas trop, mais alors si on fait ça, les questions socialement vives qui sont dans la société, on les laisse aux élèves pour après l'école, sans les accompagner. Et nous, on est bien à l'abri de nos certitudes, et eux, ils sortent de la bulle scolaire et dans le monde, ils doivent affronter tout seuls les incertitudes. Donc, c'est pas ça le projet, je pense, de l'approche des enjeux du monde contemporain. Et je voulais juste vous citer un bouquin de Daniel Favre qui s'appelle « L'addiction aux certitudes », et dans lequel il rappelle que peut-être la démarche scientifique permet de passer d'un paradigme de traitement d'un paradigme de traitement dogmatique des informations à un paradigme de traitement scientifique des informations. Et donc,
L'idée, c'est peut-être que dans l'école, enfin moi c'est un petit peu un des axes qui a orienté mes travaux de recherche, c'est dans l'école, on peut peut-être au moins ne pas stabiliser, ne pas renforcer une addiction aux certitudes et préparer un petit peu les jeunes à s'emparer de ces questions dans lesquelles il y a de l'incertitude. Donc voilà un premier élément de réponse peut-être à ce qu'on voudrait que les élèves développent comme habileté, celle de gérer finalement les émotions liées à l'incertitude. Alors en termes d'enjeux éducatifs, on en a pas mal parlé avec les ateliers. Il me semble que parmi les éléments qui ressortent, il y a l'idée de pondérer les arguments, d'identifier les arguments dans leur nature scientifique, mais aussi les arguments médiatisés par des vulgarisateurs, par des politiques, par des enseignants, des arguments mobilisés par les autres élèves, les arguments que eux-mêmes mobilisent spontanément. Ces arguments, les pondérer et essayer de définir leur domaine de validité. Et puis pas seulement, parce qu'on a bien parlé plusieurs fois d'engagement, et donc il s'agit aussi d'adopter une position, et de ne pas se dire finalement tout est recevable, tout est bon. Il faut aussi aller jusqu'à prendre une décision, et on l'a vu dans des ateliers, soit sur les abeilles, soit sur le glyphosate. À un moment donné, on essaye de prendre une décision individuellement et collectivement. Alors ça m'amène à penser que peut-être l'enjeu, c'est de travailler sur des raisonnements. Et c'est un des objets de ma recherche pendant mes années de thèse. L'idée que des raisonnements socio-scientifiques ne sont pas exactement des raisonnements scientifiques. Et que ces raisonnements socio-scientifiques, ils sont à la fois, on en a parlé un peu ce matin, le produit d'une expertise, mais une expertise collégiale, et je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure sur la science post-normale, hein, une communauté de pairs élargie, et ces raisonnements, ils se construisent aussi dans un processus collaboratif. Donc le raisonnement, les raisonnements qu'on peut essayer de construire avec les élèves sont regardés sous les deux angles, en termes de produit et en termes de processus. Et alors, ces raisonnements se construisent a priori, et là c'est peut-être un peu un repli, une réduction, mais en tout cas je pense que c'est pertinent pour cet après-midi avec vous, ils se construisent ces raisonnements sur des savoirs. Et l'idée, c'est bien la rationalité. Alors ces savoirs, qu'est-ce qu'ils ont de particulier avec ces questions-là? Si je reprends mon gradient incertitude en jeu, là, on a des savoirs qui pourraient être appelés stabilisés, même si certains préfèrent qu'on les appelle rectifiables, mais en tout cas, à un moment donné, ces savoirs sont relativement stabilisés. C'est quand on est dans un domaine où les enjeux et les incertitudes ne sont pas hyper élevés. Et puis, lorsque les incertitudes augmentent, les savoirs, on pourrait dire qu'ils sont émergents et qu'ils sont controversés. Et ces savoirs, souvent, et c'est ce qui fait qu'il y a des enjeux forts, ces savoirs, ils sont aussi distribués. Et ils émergent dans des contextes multiples. Alors on l'a vu avec la question de l'agroécologie, mais on le trouve avec toutes les questions scientifiques socialement vives. Et donc, peut-être que, pour avancer un petit peu sur la question de ce qu'on voudrait que les élèves apprennent, peut-être qu'il faut bien se rappeler que ces savoirs, ils ne sont pas seulement des savoirs stabilisés et qu'on ne peut pas se contenter d'essayer de comprendre comment ils se sont construits dans l'histoire, mais il faut bien aussi comprendre comment ils se construisent dans notre histoire contemporaine, dans notre actualité. Ce qui fait qu'on est amené à penser des savoirs qui sont scientifiques, c'est notre métier, on est là pour faire des SVT, problématisés dans des contextes particuliers et en ayant l'intention d'éclairer une citoyenneté scientifique critique et active, c'est-à-dire la capacité pour les non-spécialistes à participer au choix de la société. Alors, si on considère donc que cette nature particulière des savoirs caractérise les questions socialement vives, on peut se poser maintenant la question qu'apprennent les élèves quand on les aborde en classe. Alors, je vais vous apporter quelques éléments correspondant à des recherches qui ont été menées sur, on va dire, les 15 à 20 dernières années. Et donc, une des publications importantes vis-à-vis de ça, c'est Sadler, Barab et Scott, en 2007, qui ont identifié ils ont appelé ça 4 dimensions dans les raisonnements des élèves. Les élèves apprennent, selon eux, à appréhender la complexité avec différents points de vue,
en développant des enquêtes qui s'appuient sur le doute, sur le scepticisme vis-à-vis du dogmatisme. Donc, a priori, on retrouve bien des éléments qui ont été cités tout à l'heure. Et en même temps, et c'est pour ça qu'on peut penser les raisonnements comme produits et comme processus, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une revue de littérature sur les apprentissages à propos des socio-scientific issues, hein, SI pour QSV quand c'est traduit, chaque fois, les publications, elles renvoient pas seulement à la mobilisation des savoirs, mais aussi à l'argumentation. Elles travaillent tout le temps. On se rend compte que c'est quasiment impossible de dissocier l'analyse du raisonnement de l'analyse de l'argumentation. Et donc, Marcus Grace, par exemple, en 2009, propose un gradient de qualité de l'argumentation des élèves qui s'appuie sur la justification ou non de leur prise de décision et aussi la prise en compte de différentes alternatives. Donc voilà, en gros, les deux orientations qui ont été on va dire un peu fondatrice sur les habiletés visées chez les élèves et constatées chez les élèves. Alors, on se pose la question, du coup, quelles sont les interactions entre, d'une part, la construction des discours et d'autre part, la construction des connaissances à propos de ces questions socialement vives. Et là, il y a eu pas mal de tâtonnements, et on va dire que il y a même eu une controverse, je pense qu'elle est bientôt close. Dans les années 90, on pensait qu'il y avait une absence de corrélation entre, d'une part, les connaissances conceptuelles que les élèves avaient avant d'aborder la question et la qualité de leur argumentation. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je me souviens de discussions avec des collègues, enseignants ou formateurs, qui, en gros, se disent est-ce qu'il faut ouvrir un débat après avoir construit des apprentissages ou est-ce qu'il faut rentrer dans les enquêtes à partir du débat? Et donc, les premiers travaux, là, dans les années 90, semblent nous dire on peut tout à fait se lancer dans des enquêtes, même s'il n'y a pas beaucoup de connaissances a priori. C'est ce qu'on retrouve en 2002 avec Zohar et Nemeth, qui, elle travaillait sur des questions de thérapie génique, je crois. Et elle nous montre que les élèves donc, du secondaire, hein, des 15-18 ans, ils apprennent à la fois à argumenter et à maîtriser les concepts, à une condition, c'est qu'ils aient des décisions à prendre. Et donc, le produit et le processus, la construction des connaissances et la construction du discours sont vraiment imbriqués. Et pourtant, on avait en 2006 l'équipe de Sadler, donc le même que tout à l'heure, qui envisageait une hypothèse qui n'a pas été vérifiée, mais qui envisageait une hypothèse d'un modèle de seuil. Alors vous le voyez ici, ce qu'il a mis là sur le graphique en abscisse, c'est en gros la maîtrise des savoirs, et en ordonnée la qualité de l'argumentation. Et ils avaient fait cette hypothèse que lorsqu'on prenait des populations, alors là ça serait en gros, si on était en France, hein, des collégiens, ici ça serait des lycéens de la série scientifique, et ici ça serait des étudiants en licence scientifique. Il faisait l'hypothèse que la maîtrise plus grande des contenus permettait une augmentation de la qualité de l'argumentation. Et ça, ça n'a pas été vérifié. D'ailleurs, ils le mettent bien dans cette petite bulle, là, ils disent qu'ils imaginent des populations hypothétiques. Et en fait, à la même époque, on a une autre étude qui est faite par Lewis et Leach qui nous disent que, bien entendu, lorsqu'on ne comprend pas un concept scientifique, bah, évidemment, l'argumentation, elle est erronée, quoi. Mais ça peut constituer un obstacle, et pourtant, il suffit d'un apport assez limité, voire ils ont même écrit très limité de savoir pour que ça soit suffisant. Et au passage, Lévy-Leblond nous disait en 2004 que la maîtrise des connaissances ne fait pas du chercheur forcément celui qui va développer l'argumentation de la plus grande qualité. Alors du coup, peut-être que la question est-ce qu'il faut faire un débat lorsque on a abordé les connaissances, peut-être qu'on peut se dire en fin de compte, dans la démarche d'enquête, on peut varier les dispositifs, orchestrer des dispositifs qui font que par moment on ouvre des enquêtes et par des investigations, peut-être avec la démarche qu'on connaît bien, démarche d'investigation, et puis par moment des débats et des cartographies de controverses et des scénarios du futur. C'est pas forcément linéaire. Mais alors, du coup, ça m'a amené moi à me poser la question finalement. C'est quoi ces savoirs et comment on peut faire pour mesurer le niveau d'appropriation des savoirs?
Alors ça renvoie à des travaux plus anciens. Bloom, je pense qu'on est nombreux à connaître la taxonomie de Bloom. Donc dans les années 50-60, il faisait l'hypothèse que on pouvait mesurer le niveau d'appropriation d'un savoir en observant la complexité de la situation dans laquelle on est capable de l'utiliser. Et alors, il se disait, on peut au début réciter un savoir, donc il s'agit de retenir, de réciter. Et puis à un niveau 2, on peut l'expliquer. Et à un niveau 3, on peut l'appliquer. Et ainsi de suite. Après, on peut l'analyser, on peut l'évaluer et on peut aller jusqu'à la mobilisation dans un espace de savoir qui serait de l'ordre de la création et qui renverrait peut-être à l'activité du chercheur. Et ce qu'il disait aussi, c'est que en gros, c'est comme une pyramide et donc on monte les étages, mais on ne peut pas aller à l'étage 4 si on n'a pas passé par l'étage 3. Donc c'est toujours la même question en fin de compte. Est-ce qu'on aborde la complexité quand on a construit les savoirs ou est-ce qu'on construit les savoirs quand on est en train d'aborder la complexité? Et en fait, ce qu'on a vu depuis les travaux de Bloom et de son équipe, c'est que, et ça je pense qu'on le vérifie tous dans nos situations professionnelles, en fait il y a un hiatus entre la capacité à appliquer un savoir dans le même contexte que celui de son apprentissage et la capacité à utiliser un savoir dans des contextes qui sont de plus en plus éloignés. Et donc ça veut dire que peut-être ce qu'on vise, ce sont des niveaux de pensée complexes, des niveaux des capacités cognitives vraiment de haut niveau. Et si je reviens à mon gradient enjeu-incertitude, peut-être que ce dont on parle, c'est en fin de compte d'articulation. J'en parlais un petit peu quand je parlais d'orchestration tout à l'heure. En fin de compte, qu'est-ce qu'on connaît, nous, en tant qu'enseignant de SVT? On connaît bien la démarche d'investigation, Inquiry-Based Science Education, qui peut être considérée comme une forme d'ouverture de ce que Fourez appelle les boîtes noires quand il construit des îlots de rationalité, c'est-à-dire pour un savoir relativement stabilisé dans un domaine où les incertitudes ne sont pas trop grandes, où les enjeux ne sont pas trop forts, on applique les méthodes de la science normale et on est dans une alphabétisation scientifique de sens 1 qui vise à la maîtrise à la fois des productions et des démarches de la science classique. Donc ça c'est la démarche d'investigation, finalement on connaît. Et ce que nous venons proposer avec le programme Paris, avec l'entrée dans les sciences par des questions de société, c'est au contraire un modèle qu'on appelle CIBEL, Socio-Scientific Inquiry Based Learning, où on va avoir des approches qui sont beaucoup plus systémiques et qui sont beaucoup plus multiréférentielles. Et en fin de compte, pour aller vers des niveaux cognitifs supérieurs dans la taxonomie de Bloom, on se rend compte que peut-être ce qui compte, c'est de faire fonctionner le dispositif qui fait que les deux tournent en même temps. Alors, ce que je propose comme interprétation, c'est de se dire, lorsqu'on applique nos démarches d'investigation classiques, peut-être qu'à un moment donné, on peut aller vers des choses qui sont plus systémiques et multiréférentielles en se posant la question de l'intégration de multiples phénomènes dans des systèmes dynamiques et la pondération d'arguments dans des systèmes multi-acteurs. Donc là, il y a un chemin pour aller de la démarche d'investigation vers la démarche d'enquête. Et puis, il peut aussi y avoir un chemin de retour qui fait qu'on va partir de la démarche d'enquête et on va se dire, dans cette situation-là, il y a sans doute des savoirs stabilisés qui nous seront des outils de pensée qu'il faut identifier et sur lesquels on va pouvoir développer des démarches d'investigation. Et donc, il me semble que la démarche d'enquête ne s'oppose pas du tout à la démarche d'investigation. Elles sont complémentaires parce qu'elles ne renvoient pas à des savoirs de même nature. Alors du coup, puisqu'on est sur des procédures cognitives de haut niveau, il me semble qu'il y en a au moins 3, et donc j'ai prévu de vous parler de la pensée critique, de l'esprit critique, on le sait, ça, tout le monde en parle, hein, c'est bien dans les programmes, de la pensée créative, et je vous parlerai de flexibilité cognitive. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est que la pensée critique? On en parle souvent. Nous avons pensé que c'était bien d'expliciter un petit peu ce qu'on entend par là. Alors critique, ça veut dire, être critique, ça veut dire être capable de discernement d'une certaine manière. Et donc ça nous renvoie à l'idée de scepticisme vis-à-vis du dogme. La pensée critique, c'est finalement la capacité à déconstruire une information pour comprendre comment elle s'est socialement construite. Ça renvoie peut-être à ce qu'on dit quand on parle de pondération des arguments, par exemple.
La pensée critique, c'est aussi, Willingham 2007, c'est aussi être critique vis-à-vis des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et ça, c'est assez facile. Quand il y a une information nouvelle qui nous surprend, on a tendance à vérifier la source. Mais quand on a une information qui, par contre, va bien dans le sens de nos certitudes, on la vérifie beaucoup moins. Et peut-être que c'est là où il faut aussi développer de la pensée critique. Autrement dit, on peut se dire que pour développer des procédures cognitives de haut niveau en termes de critique, donc qui correspondraient peut-être au niveau 4 dans la taxonomie de Bloom, il faut des réflexions épistémos sur la façon dont on a construit les preuves, l'analyse des risques, des incertitudes, mais aussi analyse relative à la dimension sociale. Qui sont les producteurs de savoir ? Quels sont leurs intérêts ? Quelles sont leurs alliances ? Quelles sont les oppositions éventuellement qu'il peut y avoir entre eux ? Alors il y a eu des travaux, et donc je remonte dans le temps, j'en suis en 1930 maintenant, avec Dewey, et donc la fameuse démarche d'enquête, elle renvoie à ce que Dewey appelait la pensée réflexive, qui est activée en fin de compte par le doute. Et donc cette incertitude inconfortable dont on a beaucoup parlé, on peut aussi faire en sorte que ça soit un levier. Parce que le doute nous permet de rentrer dans une procédure de jugement réflexif, justement parce qu'on a tous envie de s'en débarrasser de cette incertitude. Et que donc, ça crée de la mobilisation, de la motivation des élèves. Et si on va voir un modèle d'analyse du jugement réflexif, par exemple King et Kitchener en 1994, on peut aller trouver au moins 3 niveaux. En fait, c'est un modèle qui a 9 niveaux, mais il y a des regroupements. En gros, la pensée pré-réflexive, c'est la pensée où le savoir est conçu de façon absolue et certaine, avec finalement l'argument d'autorité des experts. C'est peut-être là où on voit de la pensée dogmatique. Et puis, donc King et Kitchener, elle propose une échelle qui s'appuie sur le mode de perception de la connaissance et le mode de justification des croyances par les élèves. Et alors, à un niveau quasi réflexif, on commence à reconnaître que la nature des savoirs est à considérer et que la nature des sciences, c'est aussi la discussion, la controverse et le scepticisme vis-à-vis de certaines preuves. Et quand on va jusqu'à la pensée vraiment réflexive, on considère que le savoir est à un moment donné le produit d'investigation et que c'est en quelque sorte un instantané, une connaissance sur laquelle on arrive à se mettre d'accord dans l'état actuel des connaissances, pour reprendre une expression consacrée. Mais alors ça veut dire que l'acte de pensée réflexive, c'est l'adoption d'un point de vue, l'adoption consciente d'un point de vue. Et par rapport à ce modèle, ce qui est intéressant, c'est que Toussaint et Lavergne, en 2005, ils ont essayé de travailler avec des élèves de 15-16 ans sur différentes questions socialement vives. C'était à propos de la biodiversité. Et ils ont essayé, donc dans un article qui était publié dans Aster, de voir si cette échelle de King et Kitchener, on pouvait la traduire et voir comment elle s'applique dans le secondaire. Et en gros, ils ont reformulé, j'ai mis des guillemets, ce sont leurs reformulations, ils ont reformulé des expressions d'élèves qui disent, au niveau de la pensée pré-réflexive, en gros, les élèves considèrent que l'observation simple et concrète suffit et que seul l'expert détient les connaissances qui vont nous permettre de résoudre nos problèmes. À un niveau un peu plus élevé, les élèves vont exprimer le fait qu'il manque toujours, et qu'il manquera toujours, des éléments pour bien comprendre une situation. Et puis ils sombrent dans une forme de relativisme dont on a un petit peu parlé aussi dans les ateliers, où on en arrive à se dire, mais alors du coup, toutes les opinions se valent. Et à un moment donné, on va pouvoir passer de cette pensée-là vers une pensée avec un niveau plus élevé de réflexion et l'adoption d'un point de vue, quand on va se dire le contexte influence, et donc il existe des degrés de certitude. Et donc peut-être que ça, ce sont des éléments qui sont des repères pour nous, pour se dire qu'est-ce qu'on voudrait que les élèves développent comme habileté. C'est justement cette capacité à passer dans une pensée réflexive qui ne soit pas réductrice en disant il n'y a que l'argument d'autorité, qui ne soit pas relativiste en disant tout est bon, mais plutôt qui pondère en essayant de chercher des niveaux de certitude.
troisième partie sur les procédures cognitives de haut niveau qui me semble à mobiliser dans cette approche des questions socialement vives. La pensée créative, ça correspondrait au sixième niveau de la pyramide de Bloom. En fait, ça veut dire qu'on est dans une situation où on n'a pas des raisonnements formels. Et dans l'école, on n'y est pas habitué. On est plutôt habitué au raisonnement formel, mais là, on est bien sur des raisonnements informels qui demandent des réponses particulières. Alors, en agroécologie, je crois qu'il parle de réponses, entre guillemets, cousu main, adaptées à un contexte, adaptées à un collectif particulier. Et ça veut dire qu'on ne suit pas systématiquement une logique déductive, qu'on ne suit pas non plus systématiquement une logique inductive, mais on est plutôt sur une démarche abductive. Abductive dans le sens où on va essayer de construire une structure d'intelligibilité, c'est là où Gérard Fouès parle d'îlot de rationalité, qui s'applique à un contexte précis. Et donc ça veut dire qu'il y a adoption consciente d'un point de vue et d'un cadrage théorique pour comprendre ce point de vue. Alors, il me reste 3 diapos. Je voudrais vous parler de flexibilité cognitive. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce concept-là. Spiro, par exemple, l'a formalisé, et puis Van der Linden et son équipe se sont rendus compte que les mécanismes qui permettent de développer la pensée réflexive sont bien différents. Les démarches pédagogiques sont bien différentes de celles qui correspondent à des raisonnements formels, déductifs ou inductifs. Alors c'est quoi la flexibilité cognitive? C'est l'idée que il s'agit de ne pas appliquer dans des contextes des savoirs préconstruits, mais d'aller mobiliser, d'aller chercher dans ces schémas de pensée, on pourrait appeler ça des schèmes, non pas des procédures toutes faites et standardisées pour appliquer des savoirs, mais plutôt aller chercher des éléments de connaissance qu'on va recombiner pour produire un raisonnement nouveau. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas sur des éléments figés qu'on va pouvoir transposer, mais bien sur quelque chose de flexible à reconstruire, et à reconstruire dans un collectif et dans un contexte. Autrement dit, c'est une double construction. 1. Sélection d'éléments disparates de connaissances, et 2. Assemblage dans une structure originale. Il me semble qu'on a là, avec flexibilité cognitive, pensée critique et jugement réflexif, il me semble qu'on a là les 3 ingrédients des habiletés que nous voudrions construire chez nos élèves. Alors, à partir de tout ça, je vous propose une synthèse qui correspond à, je vous le disais tout à l'heure, un des volets de mon travail de recherche quand j'ai commencé ma thèse. Une synthèse qui pourrait être quelles sont les dimensions d'un raisonnement socio-scientifique. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder quand on suit le développement d'un raisonnement socio-scientifique? Alors, j'en propose 6, je ne vais pas vous infliger la longue liste de biblios sur laquelle je m'appuie, mais en gros, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Un premier espace correspondrait à la problématisation. Et donc vous imaginez bien, Robin en particulier, la biblio qu'il y a derrière. Hein. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les différents volets de la question socialement vive sont abordés selon une ou plusieurs perspectives? La façon de problématiser, en renvoyant par exemple à Bernard Rey qui nous rappelle que la problématisation, c'est le mouvement par lequel se déterminent mutuellement les modèles et les faits qu'on veut expliquer. La question des interactions, est-ce qu'on prend en compte des dynamiques complexes de systèmes à différentes échelles spatiales, sociales et temporelles? Donc, on renvoie là peut-être à des formes de complexité présentées par Edgar Morin qui vous parle de complexité avec des systèmes récursifs, dialogiques et hologrammatiques. Les savoirs, comment les savoirs sont articulés, comment est-ce qu'ils sont mobilisés? Des savoirs multiples qui ne sont pas que des savoirs académiques, on l'a vu, c'est aussi des savoirs professionnels, c'est aussi des savoirs vernaculaires. Et puis la question des incertitudes et des risques. Est-ce que les conditions de validité des savoirs et les risques sont pris en compte dans le raisonnement? Quelles sont les valeurs qui sont prises en compte? Et souvent les valeurs, elles ont une caractéristique, c'est comme les contrats, c'est que c'est presque tout le temps implicite. Ça existe, je vois qu'il ne faut pas que je me déplace. Les valeurs qui sont prises en compte, est-ce que ces valeurs, elles sont explicitées? Est-ce qu'elles sont négociées? Est-ce qu'elles sont hiérarchisées?
Et enfin, la question des intérêts, on peut ranger ça dans la dimension gouvernance. Comment est-ce qu'on prend en compte la tension entre intérêt particulier et intérêt collectif? Il me semble que si on regarde ces 6 dimensions d'un raisonnement, et si à partir de ces 6 dimensions, on se dit on va essayer d'aller vers des procédures cognitives de haut niveau, alors on peut penser des niveaux d'approfondissement. Le premier niveau, donc il est au cœur de la cible, mais c'est celui qu'on ne vise pas. Parce que ce qu'on vise, c'est au contraire quelque chose qui se déploie en termes de raisonnement. Mais le premier niveau, le niveau 1, dans chacune des dimensions, ça correspondrait à finalement l'activité de pensée qui viserait à chercher la réponse. La réponse unique à un problème bien posé. Et ça, c'est ce qu'on fait quand on fait de la démarche d'investigation. Parce qu'on est sur des savoirs qui sont d'un autre ordre, qui sont d'une nature différente. Mais il faut dépasser sans doute ce niveau-là pour aller vers les savoirs et les raisonnements à construire dans le cadre des questions scientifiques socialement vives. Le niveau 2, c'est la multiplicité. C'est là où Toussaint et Laverne nous disaient tout à l'heure, les élèves, ils arrivent à dire, mais alors tout est bon. Multiplicité avec prise en compte de plusieurs savoirs. Il n'y a pas une seule réponse considérée, mais en général dans les raisonnements, et là du coup plusieurs travaux de recherche nous le montrent, les personnes vont avoir tendance à juxtaposer, à décrire, mais à ne pas intégrer les différents arguments et les différents savoirs. Le niveau 3, c'est un niveau de mise en cohérence, où on va avoir une intégration des différentes dimensions du raisonnement, mais intégration selon une seule perspective. Et en général, quand on analyse les raisonnements produits par des individus, on trouve des choses qui sont au niveau 3 et on montre presque jamais au niveau 4. Parce que le niveau 4, c'est justement lorsque cette intégration, elle est le fruit de négociations au sein de collectifs. Et que donc le raisonnement envisage de multiples perspectives. Et là, on a de la flexibilité cognitive, on a de l'esprit critique, on a du jugement réflexif qui se développe. Alors, j'ai bien conscience que, avec cette diapo-là, elle est assez dense. Du coup, je l'ai reprise dans une autre. Et ça sera la dernière. 6 dimensions, finalement. 6 dimensions. Problématisation, interaction, savoir, incertitude et risque, valeur, gouvernance. 4 niveaux. Et pour chacune des dimensions, finalement, qu'est-ce qu'on veut essayer de voir? Quelles sont les habiletés? Pour la dimension problématisation, c'est est-ce qu'il y a reconnaissance de la complexité dans la construction du problème? Pour la dimension interaction, est-ce qu'on a reconnaissance d'une dynamique de systèmes qui sont des socio-écosystèmes complexes? Pour les savoirs, comment est-ce que différentes formes de savoir sont articulées? Pour le doute, et là, les incertitudes, est-ce que tout ça, c'est pris en compte dans des contextes particuliers? Pour les valeurs, est-ce qu'elles sont au moins clarifiées et explicitées? Et enfin, pour la question de la gouvernance, c'est est-ce qu'on prend en compte la participation, ce matin je crois qu'on parlait de co-conception, la participation de divers groupes sociaux aux procédures de régulation. Tous ces éléments-là participent à la construction de la réponse à ces questions scientifiques socialement vives. Et alors, en général, on aime bien, quand on a des niveaux, avoir des descripteurs. Donc je vous les présente sans vous les infliger. Il n'est pas question de... Mais ils existent et ils ont été prouvés dans un travail de recherche avec triangulation sur 3 établissements supérieurs et des analyses en double aveugle à partir de discours produits par des étudiants, je crois qu'ils étaient 160, et des discours produits et comparés jusqu'à ce que les descripteurs collent bien à des codages identiques par des personnes qui ne connaissaient pas les codages des autres. Et donc voilà, on a cet outil qui peut permettre d'analyser des acquisitions et je pense que du coup ça nous fixe des objectifs d'apprentissage chez les élèves. Alors pour finir, simplement sur peut-être pour détailler un tout petit peu une des lignes, la question des incertitudes, et ça va faire le lien avec ce que dira Grégoire puisqu'il parlera des postures vis-à-vis des incertitudes. Qu'est-ce que ça serait le niveau 1? Le niveau 1, c'est il n'y a pas d'incertitude. Les assertions sont présentées comme des vérités. Alors, nous, on sait tous que ça ne marche pas. Mais si vous avez eu l'occasion de travailler un peu avec des étudiants ou des élèves de lycée, ils cherchent quand même ça, souvent.
Le niveau 2, c'est on commence à prendre conscience qu'il y a des déclarations contradictoires sur la question qui correspondent à différentes sources d'informations. Et ces différentes sources d'informations, on peut les identifier. Et puis on commence aussi à considérer qu'il y a des affirmations qui sont valides dans un certain domaine et qui ne le sont pas au dehors de ce domaine. Et peut-être que là, par exemple, ça vaut le coup pour voir si ça c'est en place, de travailler des cartographies de controverses. Au niveau 3, différentes sources d'informations sont coordonnées pour évaluer des conclusions contradictoires sur les risques ou les solutions envisagées. Alors c'est peut-être là qu'on va avoir des dispositifs, pour faire référence aux ateliers d'hier, type scénario du futur. Et puis le niveau 4, c'est pour réduire les risques et évaluer les incertitudes, le raisonnement exprime le besoin d'interpréter les conclusions en fonction des contextes. Et donc on n'est plus là sur un raisonnement inductif qui viserait des généralisations, mais bien un raisonnement abductif. Alors voilà, l'idée de mon intervention, que je vais arrêter maintenant, c'était de ne pas vous dire quelles sont les compétences qu'il faut viser chez les élèves, mais plutôt de vous dire ce que la recherche a identifié comme compétences et comme niveau de pensée réflexive, de pensée critique et de flexibilité cognitive qui sont mises en œuvre par les élèves enfin, les élèves et les étudiants, hein, je vais jusqu'au niveau master, hein, dans les observations, lorsqu'on aborde ces questions scientifiques socialement vives. Je vous remercie de votre attention. Presque moins 5, est-ce que tu peux attendre une question? Est-ce qu'on passe Grégoire tout de suite et ensuite on discute, on aura une demi-heure? C'est peut-être vous qui dites si vous voulez. Peut-être des questions d'explicitation, puis après de la discussion plus tard, mais est-ce qu'il y a des explicitations que vous voudriez? J'ai une question ponctuelle.